Permettez-moi, cher auditeur, de vous narrer l'épopée singulière de Philéa, jeune homme du vieux continent au sein du XIXe siècle. Élevé dans une quiétude bourgeoise, sous le joug d'une éducation rigoureuse, mais fructueuse, Philéa a vécu quelques idylles éphémères avant de succomber à un irrépressible désir d'exploration. Résidant dans un manoir somptueux, entouré par une famille aimante, il surnommait affectueusement son foyer la douce France. Un jour, poussé par une impulsion aventurière, il résolut de partir à la conquête du mont Bambtou, un sommet éloigné niché au cœur de contrées mystérieuses. Muni d'un volumineux sac de voyage, il s'élança dans le premier convoi ferroviaire disponible, entamant un périple de plusieurs lunes à travers des escales fascinantes. À chacune, il s'émerveille de ce qu'il découvre, des gens avec des histoires incroyables, des façons de vivre différentes, une vision de la vie à part. Mais pourtant, tous gardent une structure civilisationnelle globalement semblable, avec des règles, des interdits, des rites, un cadre, mais surtout un attachement à leurs traditions. Des mois s'écoulèrent éreintés mais emplis d'anticipation. Philéa atteignit enfin le sommet. Le panorama qui s'offre à lui est d'une splendeur inouïe. Le ciel limpide laisse le soleil caresser sa peau de ses ardents rayons. Il respire profondément et s'assied sur un rocher pour admirer le paysage. Ses yeux se posent alors sur une petite fleur légèrement en contrebas. Elle est magnifique, ornée de pétales violettes qui brillent et reflètent à l'infini le bleu du ciel azuré. Ses feuilles suivent des formes improbables s'enroulant dans des spirales chaotiques. Philéa fut envoûtée par cette vision, se disant qu'elle ornerait parfaitement son salon. Avec 1000 précautions, il cueille la fleur, la préservant pour la transporter jusque dans sa demeure, où il lui attribua une place d'honneur près d'une fenêtre, dans un élégant pot de céramique. Bien sûr, elle détonne dans cet environnement bien rangé. Elle apporte une touche d'exotisme, ses parents protestent, elle casse l'harmonie du salon, mais il ne leur répond que par la moquerie. Il finit par l'oublier. Quelques semaines plus tard, Philéa se lève et se rend dans la salle à manger. En passant dans le salon, il remarque que la fleur a colonisé un pot voisin, étouffant la plante qui l'occupait. Une fleur jaune semblable à la violette y a poussé. Incroyable, se dit-il, elle est tout aussi magnifique. Un peu plus de diversité. La nature est magique. Quelle bonne idée de l'avoir ramenée. Le temps passe, les mois, puis les années. La fleur continue de se reproduire. Elle se répand partout, s'incrustant dans les murs, sur les meubles, dans les rideaux. Ses parents, indignés et inquiets, lui demandent alors de faire en sorte de s'en débarrasser. Mais Philéa s'est attachée à cette fleur. Et puis quoi? Elle ne fait de mal à personne, et puis elle est belle. Ses parents ne comprennent vraiment rien, parfois ça l'agace comment ils sont fermés d'esprit, réactionnaires et refusant le changement. Plusieurs heures s'ensuivent, ses parents sont désespérés, leur demeure disparaît progressivement sous les feuilles, les racines, les ramifications de cette fleur. Arrive cette nuit sombre, ou alors que tout le monde dort profondément. Les racines glissent silencieusement dans la chambre des parents de Philéa, s'infiltrent jusqu'à leur lit et s'enroulent doucement autour de leur cou. Avant qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive, les racines se resserrent et les étranglent violemment. Philéa se réveille le matin dans une demeure d'un silence mortel. Il sort de sa chambre, les couloirs sont envahis par la végétation. Il ne reconnaît vraiment plus rien, la pierre se fissure et se désagrège un peu partout. Un sentiment d'angoisse l'étreint, il commence à douter. Peut-être que ce progrès n'était pas si profitable. Il ne retrouve plus sa demeure de son enfance propre, rassurante, sécurisante. Mais au fait, pourquoi ses parents ne répondent-ils pas? Il s'inquiète. Il les appelle, pas de réponse. Le silence est assourdissant. Il se précipite dans leur chambre, trébuche plusieurs fois sur ses racines vivantes, ouvre leur porte et découvre un tableau de cauchemar. Ses parents, les yeux hagards, le visage figé dans l'épouvante, bouche ouverte et langue pendante. Il devine la lutte vaine qu'ils ont menée pour échapper à ce fléau, le fléau qu'il a importé. Quel narcissisme! Il s'imaginait plus intelligent, plus malin que ses ancêtres millénaires. Que toutes ces règles tacites, ces limites construites pierre après pierre au fil des siècles pour dresser cette demeure qui était si chaleureuse et sereine. Son cœur bat à tout rompre. Il recule, effrayé. Il faut quérir du secours. Il sort et découvre que la plante a colonisé les jardins et les routes. Quelle fou de s'être enfermé dans sa vision réductrice d'un idéal de liberté. Son utopie d'absence de limites, d'absence de barrières, d'absence de frontières, sans s'apercevoir que son monde disparaissait progressivement sous la végétation. Il se précipite vers la ville. Il faut alerter. L'angoisse l'étreint violemment.
Son souffle est court. Qu'a-t-il donc fait? Philéa arrive en vue de la vie, inquiet, accueilli par un silence mortel. Il avance angoissé. La ville propre et animée a complètement disparu. La route est recouverte de végétation. Il aperçoit la fleur qu'il avait cueillie trônante en son centre, majestueuse, imposante, immense. Incroyable, elle se met à parler. Ricaner. Ton orgueil t'a perdu, Philéa. Tu te pensais plus intelligent que tes parents, plus malin que tes ancêtres, tu as brisé les limites. Tu imaginais pouvoir m'assimiler à tes autres plantes pathétiques. Depuis la nuit des temps, mes sœurs et moi vivions paisiblement au sommet de ce mont. Un panorama magnifique, un air pur et vivifiant. Les nuages qui venaient caresser nos pétales, un cadre taillé pour nous. Nos racines étaient profondément ancrées dans le sol et tu es arrivé. Tu m'as arraché à ma terre, au mien, pour me mettre dans un vulgaire pot. Auras-tu osé? Pauvre fou, maintenant tu n'es plus rien. Ton monde n'existe plus. Tout ce que tu pensais acquis à jamais est mort. Il ne reste plus que toi. Je t'ai conservé en vie uniquement pour profiter de cet instant, me nourrir de ta terreur, de ton désespoir, et rire de ta bêtise. Les racines de la fleur géante viennent s'enrouler autour de ses jambes et de ses bras, dotés d'une force titanesque, l'écartelant. Il hurle de douleur, tandis que la fleur continue de se moquer de lui. Allons, de quoi te plains-tu? Tu voulais vivre avec moi. Tu voulais bouleverser l'ordre ancien. N'es-tu pas satisfait? Et dans un grand éclat de rire, elle accentue la tension qui arrache les membres de Philéa dans un immense cri de douleur. Il sent alors la ville abandonnée rapidement, se vidant de son sang qui se disperse entre les pavés de la ville morte. Le silence reprend ses droits. La fleur ressent un grand vide soudain, sans plus aucun dessein, plus aucune vengeance loin des siens. Ses couleurs l'abandonnent progressivement. Elle se fripe, puis s'effondre en poussière. Ainsi prend fin l'histoire de Philéa et de la fleur sans racines.